Madame, monsieur, bonsoir. FaceFoot, comme tous les lundis, revient sur l'actualité du foot de la semaine. Et bien sûr, nous allons débattre des thèmes les plus importants, notamment celui de la finale de la Coupe d'Algérie. On va revenir dans le face-à-face. Et bien sûr, vos questions dans le face-à-vous en troisième partie d'émission. On va bien sûr faire le tour de l'actualité dans le News Week de la semaine. Mais bien sûr, et vous allez découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui nous retrouvent pour la première fois, l'équipe de FaceFoot avec à ma gauche le coach de l'émission, coach Capello, Nordine Sadi, qui n'a pas la forme ce soir. Nordine, bonsoir. Allah Ken, bonsoir. La forme ou pas la forme ce soir? On verra avec le sujet. À côté de vous, Amine Thierman de la rédaction de ZTV, je vais y arriver. J'ai du mal toujours avec Nordine Sadi. Salut Amine. Bonsoir tout le monde. Côté presse, il y a Lafir Habib de la rédaction de compétition qui est avec nous comme chaque semaine. Salut Lafir. Bonsoir. Jamel Rachdi de l'APS, juste à côté de vous, lui aussi, qui n'a pas la langue dans sa poche et il n'a pas non plus beaucoup de choses dans sa poche. Mais en tout cas, il sait s'en servir. Salut Jamel. Bonsoir tout le monde. À côté de vous, c'est un revenant. C'est un grand plaisir pour moi de le retrouver. Je ne l'ai pas eu sur un plateau depuis le Café des Sports il y a quelques années. On ne va pas compter. Hamou Belahmar, directeur de la publication, j'allais dire de la rédaction, mais vous faites un peu tout. Hein. Hamou Belahmar est avec nous. Salut Hamou, très heureux de vous retrouver ce soir. Moi aussi, bonsoir Riyad. Alors, on va voir ce qui s'est passé cette semaine. En gros, hein, on vous résume, c'est la Newsweek et on en parle tout de suite après. L'entente de Sétif, l'USM Alger et le MC Alma ont réalisé l'essentiel lors des huitièmes de finale allée de la Champions League africaine. Le choc ayant opposé le Raja Casablanca et le champion d'Afrique en titre, l'entente de Sétif, s'est soldé sur un score de parité, 2 buts partout. L'Aigle Noir est à présent le mieux placé pour poursuivre l'aventure avec ce nul. Les protégés de Kherdin Madoui tenteront de profiter de l'avantage du terrain et du public lors du match retour pour décrocher leur billet qualificatif à la phase des poules. Ça ne sera pas le cas pour le MC Alma, qui a certes remporté son match face aux Tunisiens du CS Fars, mais avec la plus petite des marges. La mission des Elmi s'annonce plus rude lors du match retour, puisqu'ils seront face à une équipe tunisienne adaptée à ce genre de compétition, contrairement aux Algériens engagés pour la première fois dans cette épreuve. Pour sa part, le SM Alger, victorieux de l'AS Calom de buts à 1, disputera son match retour dans des conditions moins difficiles que celles des précédentes, puisqu'il le jouera sur un terrain neutre. Les Usmistes tenteront de donner la réplique aux Guinéens à Bamako pour espérer passer aux poules. Le football algérien pourrait-il réaliser une première en se présentant avec 3 clubs dans la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique? On connaîtra forcément la réponse après les 90 minutes qui restent. Abdelhakim Sarrar, le nouveau patron de la Ligue professionnelle de football. Oui, c'est possible, puisque lui-même s'est dit tenté par une succession de Mahfoud Karbadj l'été prochain, s'il obtenait un soutien important des membres de l'Assemblée générale de cette instance. Il est à rappeler que Karbadj, dont le mandat à la tête de la LFP expirera en juin 2016, a décidé de se retirer de son poste dès la fin de la saison. L'ancien président de l'entente de Sétif se voit bien sur la tête de la Ligue, vu son expérience, et assure en même temps qu'il contribuera à l'épanouissement du professionnalisme en Algérie. Qui dit derby, dit grand spectacle sportif. Une rencontre importante mettant aux prises 2 équipes géographiquement proches. C'est le cas du grand derby milanais AC Milan contre l'Inter, ou encore londonien de Chelsea face à Arsenal, ou le Raja face au Wydad. Un match très attendu par les supporters. Cependant, le plus prestigieux derby algérien entre le Mouloudia et l'USMA perd de plus en plus sa ferveur et sa valeur à cause d'un phénomène nommé le huis clos. Comme le 96e, le 97e derby algérois se jouera sans la présence du public, une fois de plus. Ce match tant attendu est plongé dans l'abandon, comme si on voulait tuer une empoignade qui a toujours soulevé les passions, mais qui n'est jamais sortie de son cadre sportif. Une rivalité qui a tout le temps été de mise entre les supporters des 2 camps, souvent d'une même famille qui se côtoient tous les jours sur le lieu de travail ou dans le même quartier. Tout cela dans une ambiance festive. Hélas, la joie et la bonne ambiance ne seront pas présentes
comme à la phase aller, au stade Omar Hamadi. Circuler, il n'y a plus tout à voir. Et voilà messieurs, la Newsweek, on va commencer par le dernier sujet, c'est celui du huis clos, messieurs, qui est pour moi, je ne sais pas pour vous, l'euthanasie du football. On l'a vu, on a vu quelques images, notamment de très belles images du Milan, le derby milanais qui a eu lieu hier. C'est vrai que c'était un 0-0. Mais messieurs, après un 0-0 avec un spectacle pareil, on peut s'en contenter. On a vu des images du stade du Raja hier face à l'entente de Sétif, qui a rendu hommage aux supporters algériens. Mais quand on se rappelle des derbys de Casa entre le Wydad et du Raja, on se dit qu'un derby ne prend tout son sens que quand les gradins sont pleins. Messieurs, est-ce que le huis clos est une décision qui tue le spectacle? Je sais que je dis un pléonasme, mais qui tue complètement le football. Jamal Rajdi. C'est d'abord une décision irréfléchie. Avant qu'elle ne tue le spectacle. Forcément, elle tue le spectacle. Le football, son spectateur, ce n'était pas du football. Soyons raisonnables. Lorsque vous entendez tout ce qui se dit sur le terrain, lorsqu'il y a des gradins sont vides, vous entendez tous les noms d'oiseaux qu'il y a sur le terrain et entre les joueurs, vous avez une meilleure idée de ce que c'est que le huis clos. D'abord, le spectacle compatit, les joueurs ne sont pas motivés pour se donner à fond, quelle que soit leur volonté. Parce que le spectacle, le public, ça reste quand même le 12e homme aussi bien pour l'équipe recevante que l'équipe adverse. Et ça reste comme ça. Le spectacle, le public fait partie du spectacle. Hamo, on s'est précipité pour décider ce huis clos, à votre avis? Il y a eu déjà le huis clos pour le match aller. Est-ce qu'on s'est vite précipité pour décréter le huis clos au match retour sans trop réfléchir aux conséquences? Ou est-ce que c'était voulu, à votre avis? Non, moi je crois que c'est plutôt réfléchi. Moi, je crois que, parce qu'à chaque fois qu'il y a des derbies, pour des raisons, je ne sais pas, peut-être sécuritaires, à chaque fois qu'on nous sort le problème de la sécurité, de domiciliation, mais la sécurité va tuer le football. Domiciliation aussi, donc c'est pour eux, je parle des responsables de notre football, ça les arrange. Ça les arrange que le match se déroule à huis clos, et dire qu'une équipe de Canal+ se trouve actuellement en Algérie pour consacrer un reportage au derby algérien, qui est Mouloudia et l'USMA. On aura la visite de Cantona à partir de vendredi prochain. Qui va quand même venir. Hein. Qui va quand même venir, mais qui sont... Pour filmer des gradins vides. Des gradins vides, voilà. Al-Afiq Habib, c'est une décision, on le sait, hein, quand on se met à la place des décideurs de la Ligue, on voit cette saison qui commence par un drame, la mort des Bossés, et puis que des catastrophes les unes après les autres, les scandales de corruption. On se souvient de cet arbitre assistant qui avait accusé le président de la commission d'arbitrage et le président de la Ligue. On a que des scandales qui s'accumulent. Quand on a un cadeau du ciel comme ça, comme un derby qui arrive, et puis, messieurs, le derby de cette année a une importance capitale. L'USMA joue un titre, le Mouloudia joue un retour capital dans le championnat et peut-être même passer devant l'USMA d'Alger. Le public est un acteur incontournable de ce derby. Vous savez, quand vous avez affaire à des... je dirais à des fonctionnaires, c'est-à-dire c'est une gestion administrative du football. Il est vrai que si tu parles avec les dirigeants qui sont derrière cette décision, ils te disent, nous, on a un barème à appliquer, on a une loi à appliquer, etc. Moi, de ce côté-là, bien sûr, qu'ils ont tout à fait raison. Mais est-ce que le moment n'est-il pas venu, justement, pour changer cette loi unique? Parce que depuis des années qu'on applique le huis clos, le huis clos n'a rien donné. C'est-à-dire les mêmes choses se déroulent depuis des saisons déjà. La violence n'a pas quitté les stades, les supporters continuent encore à jeter des pierres, etc. Donc, ce n'est pas avec le huis clos qu'on règle ce problème. Et on a parlé de ce problème de violence depuis le début de saison, justement, depuis des années déjà, mais plus que d'habitude depuis le décès des Bossés. Et on a dit qu'il fallait que le pouvoir public prenne des décisions courageuses, comme l'ont fait beaucoup de pays avant nous, des pays très développés, des pays européens. Même moins développés. Même moins développés.
Comme l'exemple qui me vient le plus à l'esprit, c'est bien l'Angleterre, qui était en face qui avait la plus grande pandémie de l'organisme qui était terrible. C'est-à-dire, franchement, à la rigueur, les nôtres sont des enfants de cœur devant eux, mais ils ont pu régler ça avec, bien sûr, avec la force publique, c'est avec la police, avec la justice. C'est pas avec les huis clos. C'est pas avec des campagnes qui durent quelques jours dans la presse et dans voilà. On se souvient des femmes dans les stades, des familles dans les stades. Ça n'a pas réglé le problème. C'est bien. Profiter maintenant, pardon, Habib, pourquoi ne pas profiter maintenant et ramener des familles au stade, des jeunes écoliers au stade? Pourquoi ne pas ramener des écoles? Et pas vide, surtout pas vide. C'est un drame pour le football. Bien sûr. On parle, pardon, juste pour terminer, on parle du mondialisme, mais il y avait aussi le mondial CRB. C'était horrible. C'était horrible, bien sûr, regrettable. Nordine Saadi, vous en avez vécu des derbys Mouloudia Usma, d'un côté comme de l'autre. Est-ce que, franchement, est-ce qu'on coach une équipe? Est-ce qu'on joue de la même manière quand on a un public dans les gradins et quand on n'en a pas? Est-ce que vous coachez, vous, de la même manière? Est-ce que vous jouez avec le public, avec vos joueurs? Quand j'ai un match, j'oublie le public. Je pense qu'est-ce que j'ai dans la tête. Mais vous savez qu'il est là, qu'il est présent au stade. Écoutez, moi, de toute façon, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Vous avez le droit. Le public mérite d'être sanctionné aussi. Parce que il faut qu'il comprenne qu'il ne doit pas faire des dépassements. Néanmoins, le huis clos n'arrange rien. Il faut absolument que... Parce qu'en cours de route, la Ligue ne pouvait pas faire autrement que de sanctionner parce qu'ils l'ont fait pour les autres. Cependant... Mais est-ce qu'un match comme ça mérite d'être sanctionné de cette manière? Est-ce qu'un derby Mouloudia Usma se joue de la même manière avec ou sans public? Pardon, c'est la sanction qui doit changer. La sanction, pour faire la différence entre les derbys, je pense qu'il faut respecter l'éthique. Ils ne peuvent pas, parce que c'est le Mouloudia USMA qu'on va faire l'impasse. Donc il y a aussi d'autres derbys qui ont été sanctionnés. Je pense que la meilleure manière pour le moment, étant donné qu'on ne peut pas surveiller tout le monde, c'est de revenir à l'ancienne, comment dirais-je, solution qu'il y avait. C'était déplacer les matchs ailleurs. À 200 km. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est lorsque vous déplacez un match, par exemple à Chlef, le Wali de Chlef va vous dire, écoutez, je ne reçois personne. C'est ça le problème. C'est un huis clos qui ne dit pas son nom. Oui, bien sûr. Il refuse catégoriquement que le match se déroule dans sa wilaya. La décision revient au Wali. C'est ça le drame. Dans ce cas-là, le véritable supporter n'a qu'à se tenir à carreau et n'a qu'à être un bon supporter. Il n'y a pas, parce que, regardez, à chaque fois on parle de l'Europe, on parle de... Eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je suis pour la sanction. Parce qu'on sanctionne les entraîneurs, les joueurs, même les présidents, et ben, le public aussi, quand il dépasse les limites, il faut qu'il soit sanctionné. Un petit regard, Amin Tirman, sur les derbys. Vous suivez tous les derbys du monde, hein, ceux d'Argentine, de Boca contre River Plate, ceux du Milan, notamment hier. Même si ce n'est pas un derby, le Real Barça draine les foules, les télés, les droits télé du monde entier. C'est vrai que Usma Mouloudia, c'est un vrai spectacle dans les gradins. Il y a toujours des tifos qui sont préparés pendant une semaine. Est-ce que cette fête, à votre avis, même si je contrarie notre coach Capello, est-ce que la fête n'est pas un peu gâchée quand même? Par rapport à Nordine Saadi, franchement, je le rejoins un peu, même si je pense que le huis clos n'a jamais été une solution. Ça vaut pas un chèque, mais ça lui fait plaisir quand même. Voilà. Moi, tant que je suis avec Nordine Saadi, je suis très gentil avec lui. Donc, comme l'ont dit les confrères, le huis clos n'a jamais été une solution. On l'a vu depuis des lustres, ça n'a jamais donné quelque chose. Moi, ce qui m'étonne par contre, c'est que moi, à la place de l'ENTV, franchement, c'est la chaîne qui détient, c'est l'entreprise qui détient les droits de ces matchs, de tous les matchs de la Ligue 1. Moi, je n'aurais jamais accepté que ce genre de match se joue à huis clos. Enfin, voilà, je me serais battu pour changer de... Tellement qu'à gagner. Voilà, pour essayer de trouver une solution, pour changer de
Bah oui, c'est un spectacle qu'on achète, donc on le défend. On aurait pu différer la sanction. Si on veut vraiment que le derby se déroule, le problème qui se pose. On avait parlé de de Ibrahimovic. Voilà, qui a été différé. Qui est différé après le Classico. Et pourtant, c'est qu'un joueur. Ce n'est qu'un joueur. 2 joueurs, y compris le. Voilà. Payet de Marseille. Donc, ils ont différé la sanction pour leur permettre de participer à un match qui n'est pas n'importe quel match. C'est un grand rendez-vous du championnat. Un grand rendez-vous du championnat. Par ailleurs, je m'excuse, je pense que nous manquons une occasion de laisser un bon exemple de supporters algériens. Parce que, bon, tu m'as posé la question la dernière fois. Merci, je sais ce que vous voulez dire. Plusieurs fois où je suis passé, soit au Mouloudia, soit à l'USMA, eh ben c'était vraiment, on sortait heureux. Quel que soit le résultat, on en sortait heureux. Parce que l'image qui partait ailleurs, moi je me souviens quand j'étais pas entraîneur ici, j'étais à l'étranger, et je voyais le derby à travers la télé, là où j'étais, aux Émirats Arabes Unis, eh ben j'étais fier en ce moment-là que tout le monde trouvait que les Algériens savaient faire un beau derby. Voilà et parce que l'USMA et le Mouloudia, eh ben, je pense que ce sont les seuls supporters en Algérie qui savent réellement se respecter pendant le match de derby. Voilà pourquoi je disais que la Ligue manquait d'intelligence. Elle avait une occasion de montrer que son championnat pouvait donner un beau spectacle sur le terrain à l'extérieur et peut-être qu'elle l'a manqué, Hamo. Oui, bien sûr. D'autant plus, je répète, il y a Canal+. On a vu toutes les émissions consacrées aux derbys mondiaux, que ce soit River Boca ou Celtic Rangers. Donc, c'est une série. Voilà. Donc, je crois qu'ils auraient au moins fait cette petite concession. Voilà, rapidement. L'exemple de Celtic Rangers, on ne connaît pas le championnat écossais. C'est ce qu'on connaît du championnat du football écossais. C'est juste le derby qui est rediffusé et les images du derby sont rediffusées un peu partout dans le monde. C'est pareil pour l'USMA. J'insiste pour l'USMA Mouloudia, mais je parle en général du huis clos. Mais l'USMA Mouloudia, et il y a les images de l'USMA Mouloudia. C'est tout le monde arabe, et même y compris même en Europe, etc. C'est des images qui tournent partout. Pour revenir à ce que je disais sur, y compris les sponsors aussi. Quand on est sponsor, quand je ne vends pas ce genre de match, je ne vois pas ce que je peux vendre dans ce championnat. Avec tout le respect, on ne peut pas vendre l'Ulma Saoura, par exemple. C'est très difficile à vendre avec tout le respect qu'on a pour ces clubs. Bien sûr, on va passer au deuxième. Il faudra dire à Cantona que... Quand on a que le huis clos. Voilà. Merci Jamal Rajdi. Il faudra que j'arrive à enchaîner après ça. On va parler de la Ligue Pro, la Ligue professionnelle la saison prochaine. Qui sera président de cette Ligue? Il y a un candidat qui se démarque. En tout cas, il a montré ses ambitions, messieurs. C'est Hakoum Sarrar qui, lui, dit... oui, elle se démarque parce qu'il est populaire quand même. Sarrar, il a été quand même président emblématique de l'Entente de Sétif. Il a été même président de notre coach. Capello, pendant une année ou deux, je crois. C'était bon joueur aussi, il faut le dire. C'était bon joueur aussi, voilà. Et qui, lui, se voit dans le costume de président. Est-ce que vous pensez que c'est un costume qui lui va bien ou qui est peut-être pas à sa taille? Justement, on parlait du derby. Pourquoi il y a les huis clos, il y a tout ça? Parce que c'est un championnat qui n'appartient à personne. C'est un championnat abandonné. Une ligue nationale, c'est quoi? Une ligue qui gère un championnat. C'est un ensemble de clubs qui se mettent d'accord pour jouer un championnat, mais leurs intérêts sont protégés au sein de cette ligue. C'est-à-dire cette ligue se décarcasse pour leur trouver les meilleurs sponsors, arracher le plus de droits télé et défendre les intérêts de leurs intérêts. Voilà. Donc, pour être président d'une ligue, il faut qu'il y ait un programme électoral. C'est-à-dire le président, enfin le futur président doit promettre certaines choses. Il dit, moi, je veux vous ramener ça, ça et ça. Donc on attend que les gens se déclarent et qu'il y ait vraiment un vote pour un vrai président de ligue qui défend réellement les intérêts des clubs algériens et non pas les intérêts de l'administration. Ou de la sécurité, ou de la police, ou je ne sais pas qui. Vraiment, c'est-à-dire, un jour, ces clubs peuvent faire même grève. Ils disent, nous, on ne va pas jouer parce que nos intérêts ne sont pas... Sous notre cieux, c'est arrivé. Et c'est ça une ligue professionnelle. Sinon, c'est même pas la peine. Si c'est pour nommer un autre fonctionnaire, on arrête la Ligue nationale, on arrête la Ligue professionnelle. Moi, je n'ai rien contre Sarrar. Moi, j'attends qu'ils me disent... non, vous avez donné une image du candidat parfait. J'attends bien qu'il nous donne son programme. Le futur président doit d'abord demander une révision des textes.
Parce que maintenant, Karbad se plaint de ne pas pouvoir, c'est-à-dire de manquer de pouvoir. Il n'a pas les coups des franches. Bien sûr, il n'a pas les coups des franches par la faute des statuts, justement. Il n'a pas de prérogative, presque pas de prérogative. Il ne gère rien du tout. Il l'a dit. Hein. Il ne gère que la programmation. Donc le futur candidat, c'est-à-dire le futur président, doit quand même, comme l'a dit Rafir, doit quand même gérer. Ce que ne fait pas actuellement le président de la Ligue. Est-ce que vous pensez que Sarral va pouvoir demander ce que Karbadj n'a pas eu? Ben certainement. Sinon, si c'est pour, comme l'a dit Rafir, si c'est pour changer, faire un remake, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi, je pense que... À part maintenant, à part si c'est le poste qui l'intéresse, ça c'est autre chose. Voilà. Nordin Saadé. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la candidature de Sarrar. Je vois d'autres personnes qui sont... Dites-le lui, il est juste là en face, là-bas. Je pense qu'on devrait forcer M. Mouchrara à prendre la fédération. Exactement. Parce que la Ligue, y compris, là, il peut prendre les deux. Tellement il est compétent, et tellement il connaît le sujet, et tellement nous sommes en crise d'ordre, ce qu'a dit Habib, organisationnel. Donc, Sarrar, peut-être, il pourra, parce qu'il a un nom dans le foot, il pourra faire arranger les choses, comment dirais-je, les litiges qu'il y a entre les... Non, je veux dire arranger les... pas arranger les matchs. Non, arranger les litiges qu'il y a entre les présidents, etc., parce qu'il connaît tout le monde. Mais sur le plan théorique, sur le plan de texte, je pense que monsieur... C'est un peu le père du professionnalisme. C'est lui qui a mis les bases. Non, les bases, oui. Je veux dire aussi que les responsables de notre football, s'ils montrent un peu de considération pour des gens qui ont des capacités, je pense que c'est... Mouchrara, monsieur Mouchrara. Quels sont les atouts? Sarral ne fera pas de Nordin Saadé son chef de campagne, ça c'est clair. Non, mais ce soir, il faut faire des choix. Ben, écoutez, si Sarral peut prendre la Ligue, moi je vais prendre la fédération dans ce cas. Messieurs, on va terminer avec les coupes africaines et les clubs algériens. Hamou va se calmer. On va y arriver. Alors, l'USMA, l'Ulma et l'Entente de Sétif ont eu des fortunes diverses, même si les résultats étaient positifs pour tous les clubs. Excellent résultat, il faut le souligner, messieurs, de l'Entente de Sétif qui a mené par 2 fois devant un excellent Raja de Casablanca dans un stade plein comme un œuf. 1-0, puis 2-1 pour terminer 2 buts partout avec 2 buts marqués à l'extérieur. C'est un bon résultat, n'est-ce pas, messieurs? On va être d'accord. Le Elma qui fait un bon match face à Sfax. 1-0. Je sais pas, c'est mon avis, mais je trouve que c'était un beau football de cette équipe de l'Elma. Bonne première mi-temps sur une pelouse moyenne, surtout sur les côtés, assez bosselé. Une équipe de Sfax qui termine bien, c'est normal. Mais je pense que l'Elma méritait un peu mieux que ce 1-0. Et puis on va terminer avec l'USMA qui finit 2-1 dans un scénario de match assez compliqué, des supporters usmistes, parce qu'il faut le dire, messieurs, assez hostile. Il reste sur des frustrations en championnat, de mauvais résultats ou des contre-performances. L'entraîneur, c'est tout ce qu'il a retenu du match d'hier. C'est tout ce qu'il a retenu parce que bon, il a un petit peu estimé que les supporters n'avaient pas trop aidé l'équipe. Enfin, c'est ce qu'il voulait dire. Même si moi, je trouve qu'il va plus se mettre les supporters sur le dos qu'autre chose. 2-1, c'est pas simple, même si comment il s'appelle, Kaloum. L'AS Kaloum qui va jouer à Bamako, à domicile. Ça va peut-être pas être trop compliqué pour l'USMA, pas simple pour la Guinée. Mais je trouve que ce club guinéen joue assez bien au football. Messieurs, votre commentaire de ces premières 90 minutes, de ces 180 avant la phase de poule. Hamou. Je trouve que rien n'est joué. Ce qu'on peut dire, c'est que rien n'est joué pour les 3 clubs. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu aussi. Pour l'entendre, c'est vrai qu'ils ont déjà l'avantage d'avoir réalisé un excellent match, un excellent résultat à Casablanca. Ils auraient même pu gagner. Je dirais que ça sera un peu plus difficile pour l'Alma et pour l'USMA, ce qui est sûr. Plus difficile pour l'Alma ou pour l'USMA? Pour les deux. Pour les deux. Pour les deux. Parce que vu la deuxième mi-temps de Sfax, je crois que ça ne va pas être facile pour l'Alma. Encore plus pour l'USMA qui, surtout, s'ils perdent contre le Mouloudia, parce qu'avec un moral à 0, ça va être très, très, très difficile. Est-ce que le derby algérois
psychologiquement est vital pour la suite de la compétition. Bien sûr, c'est clair. C'est vital pour l'USMA et pour Pour le Mouloudia aussi. Beaucoup plus pour l'USMA parce qu'elle va aborder le match de la Coupe d'Afrique. Mais ça sera vraiment... Je crois que s'ils gagnent contre le Mouloudia, je crois qu'ils seront beaucoup plus motivés. Je vais me retourner vers la motivation sera encore meilleure. Thierman. Ce derby algérois, on attend plus le derby retour généralement que le derby aller. Je ne sais pas pourquoi. Même si il y a l'enjeu du championnat. Il y a l'enjeu mathématique du championnat. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour les deux équipes pour la suite de la compétition? On a vu par exemple l'USMA qui cale face à l'Ulma à Boulorine, qui va perdre à Bel Abbès et qui est très mal accueilli dès le départ en Champions League. Est-ce que le public usmiste, fidèle d'habitude, quoi qu'il en coûte, va être fatal à cette équipe usmiste si le derby n'est pas favorable aux usmistes? C'est exactement le message transmis par les supporters de l'USMA hier aux joueurs et au staff technique et même à la direction. Il y avait une grande des supporters des Rouges et Noirs hier contre l'ensemble du club, y compris quelques dirigeants que je ne vais pas citer à l'USMA et le staff technique. Il y en a beaucoup, hein. Et aussi les joueurs. Et pour parler du match de Mouloudia, c'est clair que ça va être déterminant, surtout pour l'USMA, parce que Mouloudia, il commence à se sauver par rapport à leur objectif qui est le maintien. Mouloudia, il faut admettre qu'il ne joue pas le titre. En fait, ils sont même pas si mathématiquement, tout est possible. Le Mouloudia est dans une phase ascendante. Exactement, mais même s'ils perdent contre l'USMA, ça va être vraiment... Mouloudia contre l'USMA, ça va être un coup d'arrêt, ça va replonger le club. Mais il restera que... Non mais Jamal, il restera que 4 journées de la fin. Pardon, sur le plan de la motivation. Oui, sur le plan de la motivation. Il restera que 4 journées. Par contre, l'USMA, même si pour moi, mathématiquement tout est jouable, mais pour moi, le titre pour l'USMA, ça va être vraiment presque un miracle. Vu l'état d'esprit qui règne autour du club et dans le groupe. Et les joueurs, c'est-à-dire qu'il y a un manque de volonté, je ne sais pas s'il y a un manque de confiance aussi, qui frappe l'USMA. Mais ça fait 4 journées en championnat que l'USMA n'a pas gagné, dont 3 matchs nuls. Un match nul contre l'Alma à Alger, une défaite à Bel Abbès, et une défaite à Constantine. Ah non, il y avait une victoire ici. Ça fait 4 matchs que l'USMA n'a pas gagné. Et en sachant que même en Coupe d'Afrique, le tour précédent, même s'il y avait le premier tour, c'était très difficile pour l'USMA de passer. Ils ont failli vivre une grosse surprise au Tchad. Là, cette fois-ci, je pense que ça va être vraiment déterminant parce que 2-1, c'est un score vraiment plus que piège pour l'USMA. Ils ont encaissé un but. Et si l'USMA reproduit la même prestation que celle d'hier, ça va être très très compliqué de passer. Parce que même s'ils vont jouer à l'extérieur, en terrain neutre, mais Kaloum, on a vu que même à Bolloré, ils ont fourni une belle prestation. Donc ça veut nullement rien dire. Moi, je remettrai les choses un peu à l'envers. Après une série de mauvais résultats, quand même, l'USMA a gagné. Le fait de gagner, déjà, ça a un peu boosté un petit peu, ça a redonné un peu de confiance. Pardon. C'est presque une défaite, Jamal, parce que ça reste une victoire. On vient de le dire, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Vraiment rien du tout. Surtout que ça se joue à Bamako. Ça se joue à Bamako. L'USMA est capable de ramener un bon résultat de Bamako. Moi, je suis pratiquement certain qu'ils peuvent le faire. Parce qu'ils ont les aptitudes. Maintenant, reste un problème de motivation du groupe. Parce que c'est vrai qu'il y a un grand malaise au niveau de cette équipe actuellement. Et ça se répercute sur le terrain. Sur les résultats aussi. Maintenant, je ne pense pas que c'était la meilleure façon de faire passer leur drôle de message, le public. Je suis vraiment désolé, avec tout le respect que je dois au public du SMIST et à un autre, n'importe quel... C'est pas avec des insanités qu'on va booster une équipe. Ils ont commencé à insulter les joueurs depuis depuis l'échauffement jusqu'à la fin. Justement, je pense pas que c'est bien que vous en parliez, Jamal Rachdi. Est-ce que c'est une tradition véritablement usmiste ce qui se passe? Parce que moi j'ai lu, Jamal Rachdi, j'ai lu sur les réseaux sociaux que certaines pages spécialisées notamment pour ne pas le citer, Cop United ou autres, qui étaient un petit peu étonnées du comportement des supporters parce que c'est pas une tradition usmiste que d'accabler ou d'insulter. Bien sûr, non, le public usmiste nous a habitués à mieux quand même. Ouais. C'est vrai qu'ils ont déjà insulté leur équipe, mais pas de cette manière, pas au début d'un match, ou par l'échauffement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens au stade pour commencer à insulter l'équipe à l'échauffement. Pourquoi t'es venu? Non, on parle du public usmiste. On ne vit pas exactement là où vous vivez, mais pas trop loin. Mais juste avant de... Non, je ne suis pas d'accord. Nordin Saadé, on l'a pas. Je suis resté quand même 6 ans à l'USMA. Oui. Ça marche, c'est bon, ça ne marche pas. C'est comme tous les autres publics. Vous l'avez vu? Mais à l'USMA, on est plus patient qu'ailleurs. S'ils voient, écoutez, quand ils sentent que l'équipe
quand ils sentent que les joueurs ne sont pas d'accord entre eux, qu'il y a des problèmes internes, ils interviennent. C'est ça la difficulté. Ils sentent ces problèmes internes, ils les sentent. De faire retrouver un peu la sérénité, mais pas insulter. C'est ça. Apporter le plus. Ils n'intervenaient pas de cette manière. Je préfère ça qu'aux agissements qui vont jusqu'à l'agression physique, comme ça se fait. Riyad, Otto Fischer. C'est fait à l'USMA. Du temps de Renard, match nul contre le Harrach, il y a éruption des supporters à l'intérieur du vestiaire. Otto Fischer, il doit s'estimer heureux quand même, parce que là, s'il jette la responsabilité des mauvais résultats sur les supporters, je pense que c'est pas classe. Parce que lui, déjà, ça fait 3 journées qu'il n'a pas fait de déclaration. Et les déclarations, on sait tous, c'est pas pour la presse, c'est pour les supporters. Si lui, il avait fait une conférence de presse où il s'est adressé aux supporters pour essayer de les rassurer et expliquer les mauvais résultats que subit le club, il aurait peut-être rassuré les supporters, ils auraient été patients, comme l'a dit Nordin Saadé. Mais lui, ça fait plus d'1 mois qu'il n'a pas fait de déclaration. Les supporters sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de déclaration même de la part des dirigeants. Bon, le président, il est sanctionné. Il est interdit de déclaration. Les autres dirigeants, il n'y a pas de déclaration. Donc, les joueurs, c'est pratiquement pareil. Donc, les supporters, je ne suis pas d'accord avec les insultes pendant l'échauffement, mais je comprends. Je le redis, je ne suis pas d'accord avec ni la violence, ni les insultes. Mais je comprends la frustration des joueurs de l'USMA, parce que je vous dis, là, qu'il y a des supporters de l'USMA, parce que on va dire depuis le début de la phase retour. Ça ne va pas du tout. Et vous savez, les clubs comme l'USMA, c'est des clubs plus ou moins populaires. Quand il se passe un truc, quand il se passe un truc, mais une petite tréca, quand il se passe un truc dans le club, c'est tout le monde qui le sait. On a parlé 3 quarts d'heure de l'USMA. Il y a 3 clubs qui sont passés. Mais moi, je voudrais simplement vous dire que les résultats qui ont été faits prouvent que tout ce qui se dit à travers la presse et dans les cafés, qu'il n'y a pas de niveau en Algérie, que ceci, que cela, et c'est complètement faux. Et puis c'est complètement fou que nous comparions tout le temps à ce qu'on voit à Canal+. Mais non, il faut se comparer au Maghreb. On a des joueurs qui sont aussi valables que ceux du Raja. On a des joueurs meilleurs que ceux de Sfax. Donc on a un niveau au moins local, ou régional. Je crois que ces tours-ci ont prouvé que sur le plan africain, nos joueurs, nos équipes sont capables de rivaliser. Mais il est préférable d'attendre la fin des matchs retour. C'est bientôt la pour porter un tel jugement. Merci. En tout cas, ces phases retour et surtout ce derby, même s'il est à huis clos, il va intéresser beaucoup de supporters et beaucoup de fidèles de FaceFoot, notamment à Houssine qui nous regarde et que je salue ce soir. Je savais qu'il voulait un clin d'œil. Ben voilà, il l'a. Et après ce clin d'œil, c'est la pub et on revient pour la deuxième partie. À tout de suite. Retour sur le plateau de FaceFoot pour la deuxième partie, le face-à-face, bien évidemment, le débat du jour sur cette polémique qui dit pas son nom. Tout le monde pensait, c'est vrai, hein, depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, que la finale de la Coupe d'Algérie se déroulera au Temple du 5 juillet, qui, bien sûr, battait au rythme des travaux, qui voulait que tout se termine avant la date fatidique du 1er et finalement du 2 mai. Et finalement, la Fédération algérienne de football, sur son site, a finalement déclaré que cette finale se jouera encore une fois au stade Tchaker de Blida. Eh bien, on va voir dans ce sujet, dans cette cacophonie entre le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président de la Fédération algérienne de football, qui, chacun de son côté, déclarait qu'elle se joue au 5 juillet à Tchaker. On va revoir et voir ce sujet de la cacophonie de la finale de la Coupe d'Algérie et on en parle tout de suite après. Parmi les conséquences de l'échec de l'Algérie à organiser la CAN 2017, ce clash Tehmi Raouraoua naît justement au lendemain de l'annonce de la CAF de l'attribution de la CAN 2017 au Gabon. Depuis, le torchon brûle entre les deux instances sportives algériennes. La dernière preuve, Mohamed Raouraoua, président de la Fédération algérienne de football, a décidé de domicilier la finale de la Coupe d'Algérie au stade Mustapha Tchaker de Blida, alors que le ministre des Sports, Mohamed Tehmi, avait promis de préparer le stade du 5 juillet à accueillir la dite finale à sa date initiale, c'est-à-dire le 1er ou le 2 mai. Retour aux raisons du clash entre les deux hommes forts du sport algérien. Au lendemain de l'échec de l'Algérie de se voir attribuer l'organisation de la CAN 2017,
Mohamed Tahmi a descendu le patron de la FAF, Mohamed Raourawa, le tenant responsable de ce revers. Et c'est ce qui a mis Mohamed Raourawa dans tous ses états. Et même si le président de la FAF n'a fait aucune déclaration, il a usé de cette guerre froide en décidant du lieu du déroulement de la finale de la Coupe d'Algérie pour le stade Mustapha Tchaker de Blida, alors que 2 jours avant, le ministre Tahmi avait dans une conférence de presse annoncé haut et fort que l'enceinte olympique du 5 juillet allait être prête avant la finale. En sachant que les travaux concernent la réfection des tribunes, la pelouse a été également refaite. Nous avons d'ailleurs rencontré Farid Boussad, c'est lui qui s'occupe des travaux de la pelouse du stade du 5 juillet. Il rassure que le gazon sera bel et bien prêt avant la finale du 2 mai prochain. En plus avec la météo clémente que nous avons actuellement, sans aucun doute le terrain sera prêt, donc bon, vous pouvez en voir un petit peu déjà l'aspect. Dans 2 semaines, le terrain sera prêt pour accueillir les 2 matchs de la Coupe d'Algérie. Je dis pas un match, mais 2 matchs. Ainsi donc, 2 jours à peine après les affirmations du ministre des Sports Mohamed Tahmi quant au déroulement certain de la finale de la Coupe d'Algérie au stade du 5 juillet, en marge d'une visite effectuée au complexe Mohamed Boudiaf en pleine rénovation, le président de la FAF Mohamed Raourawa décide de délocaliser la rencontre MOB RC Arba'a au stade Mustapha Tchaker de Blida. Samedi dernier, Mohamed Tahmi a fait une nouvelle visite, faut-il voir à travers ce changement de domiciliation sans préavis, un premier signe de la tension évidente entre Tahmi et Raourawa, né des déclarations du patron du MGS juste après l'échec de la candidature algérienne pour la CAN 2017. En tout cas, l'organisation de la Coupe d'Algérie revient à la charge de la FAF et en concertation avec la présidence de la République. Et elle aura lieu à Blida, même en cas où le 5 juillet sera prêt. Bref, le conflit FAF-Ministère des Sports bat son plein. Qui en sera le grand perdant en ce qui concerne la finale de la Coupe d'Algérie? L'Arba'a et le MOB de Béjaïa ratent en tout cas une occasion de jouer une vraie finale dans le plus grand stade du pays. Messieurs, même si nous pensions que le temple du football c'était le 5 juillet, il faudra qu'il attende encore un petit peu parce que pour l'instant, le petit théâtre du football s'appelle Tchaker et finalement ça se jouera à Tchaker, messieurs. Ce qui est désolant, c'est que encore une fois, On va jouer à Tchaker. non, c'est pas ça, c'est cette polémique autour qui se déclenche entre les plus hautes instances de notre sport pour un match de football. Un match de football, ça reste un match de football. Ce qui est vraiment désolant. Voilà, on a entendu les protagonistes. Ce stade sera prêt, Djemal Rachdi. Apparemment, si je me fie aux déclarations du ministre de la Jeunesse et des Sports, des ministres, et même les ministres, le responsable du stade, le responsable de l'entreprise de la pose du gazon. Oui, vous l'avez bien entendu dans le reportage, il a dit que la pelouse est prête. Bon. Peut-être que certaines dépendances du stade ne sont pas prêtes. Peut-être que la buvettes ne sera pas fraîche. Peut-être que la buvette ne sera pas prête ou que l'eau ne sera pas fraîche, comme vous le dites. La buvette n'a jamais oui, non, mais j'ai pas. C'est-à-dire que sur le terrain, l'accueil des spectateurs, le terrain, etc. Je pense que nous avons. Le terrain ne peut pas abriter 2 matchs. Non, avant, je sais pas, mois de mai ou. Non, il est spécialiste de la question. C'est lui qui garantit ça. Il a dit que c'est une pelouse fibrée qui peut accueillir sans problème. Elle est hybride, elle est à moitié synthétique, à moitié naturelle. Donc c'est ce qu'on appelle une pelouse fibrée. Bon, ça c'est le spécialiste qui parle, c'est pas moi. Moi je ne fais que paraphraser ce qu'il a dit. Donc je pense que le problème est ailleurs. C'est pas une question de pelouse, c'est pas une question de. En fait, vous parlez de polémique, il n'y a pas de polémique. Il n'y a que les ministres qui parlent. Vous avez entendu parler la FAF? Est-ce que la FAF on a lu un communiqué sur un simple communiqué. La FAF disait la finale va jouer le 2 mai à... On a fait quand même une visite. Non, attends. Moi, personne n'a vu Raourawa faire la visite. Non, on a reçu les 2 présidents de club pour parler de la finale, l'Arba'a et le MOB. Ce que je garde, c'est que la fédération algérienne n'a pas parlé. Elle ne nous a pas expliqué pourquoi elle a fait la coupe va jouer à Tchaker et non pas au 5 juillet. Mais c'est mentionné dans le communiqué. Comme d'ailleurs. Est-ce que c'est pas mentionné dans le communiqué que le stade du 5 juillet ne sera pas prêt? Ils n'ont rien dit. Ils ont dit la finale va jouer au stade de Tchaker le 2 mai. Voilà. Et avec le ministre qui parle du 5 juillet. Et ce qui m'étonne en plus, c'est que la FAF fixe la date de la Coupe d'Algérie et le lieu, alors qu'on sait tous ici que c'est avec l'accord de la présidence. Donc, je ne comprends pas comment la fédération a la primeur de cette information et le ministre de la République n'est pas au courant de la date de cette finale et du lieu de cette finale. Et il persiste dans son truc, il va encore faire une visite pour nous dire que le 5 juillet il est prêt, etc.
est prêt, tu es ministre. La fédération, elle est c'est sous l'égide du ministère. Pourquoi il n'y a pas de communication entre eux? Pourquoi il n'y a pas de dialogue entre eux? Il ne s'est rien passé. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de communication entre eux. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Pourquoi il n'y a pas de dialogue entre eux? Bon, la CAN 2017, elle est passée. Maintenant, qui est responsable, qui n'est pas responsable? De toutes les manières, et le ministre et le président de la fédération ont oublié. Je vous fais savoir qu'aujourd'hui, il y a eu BF, il y a eu communiqué. Il n'y a pas un mot sur la CAN 2017. C'est le premier BF après la CAN. Voilà, la fédération n'explique rien. Ni pourquoi la finale au Tchaker, ni le pourquoi de la CAN, etc. Maintenant, si les pouvoirs publics se laissent faire de cette manière, ben, tant pis pour eux. Voilà, c'est le jour du match Arba'a Chlef, j'étais à Boulorine, j'étais avec un ami. Il avait rencontré la veille Darraji qui était en partance à Doha. Il lui a dit que la finale se déroulera à Tchaker. Et c'était le jour même, le matin même, le ministre Mohamed Tahmi avait fait une visite et avait déclaré que le match se déroulera au 5 juillet. Je ne sais pas, c'est une guerre de tranchées qui ne veut pas dire son nom, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que moi, ça me désole qu'on arrive à faire autant de polémique parce qu'on s'est noyé. Est-ce qu'on est là pour se poser la question pourquoi il y a polémique, ou est-ce qu'on est là pour se poser la question qui va gagner cette guerre des... Je ne pense pas que c'est une question de gagner, qui sera vainqueur ou vaincu. Le problème n'est pas là, même si le ministère reste une autorité morale un petit peu du football, parce que toutes les fédérations dépendent du ministère des Sports, sont sous l'autorité de la fédération de football. Oui, même la fédération de football, mais n'empêche que la fédération de football, tout comme les autres fédérations, sont quand même autonomes. Donc, sur le plan, qui va sortir vainqueur de cette bataille de gazon, je ne sais pas. Et ça ne servait à rien. Moi, ce que je pense que pourquoi faire une polémique sur cette date, alors que la Coupe d'Algérie, on aurait pu l'attendre, que le terrain soit... le stade on aurait pu la jouer le 15. On aurait pu la faire jouer le 15. 22, on aurait pu la faire jouer le 22. Même le fin juin. Pardon. Il y a aussi une autre information aujourd'hui. Le match Algérie-Seychelles va jouer à Tchaker. Le 17 juin, je ne sais pas quoi. Va jouer à Tchaker. Mais le problème aujourd'hui encore, c'est en 2015, on ne trouve pas un stade convenable pour faire jouer une finale de Coupe d'Algérie. On va encore une fois se retrouver dans ce stade de I2 de Tchaker. Les supporters. Oui, j'ai rien contre Bon, il a le mérite d'exister, hein. Alors s'il n'y avait pas Tchaker. Il nous a souvent aidé. Exactement. Les supporters Msaken, ils vont encore être malmenés pendant toute la journée. Les supporters, les journalistes, ils vont être malmenés. Comme ils ont toujours été malmenés lors des matchs de l'équipe nationale au stade Tchaker, etc. Ils vont travailler dans de mauvaises conditions. Les supporters sont dans un stade où ils n'auront aucune condition, etc. Et on va polémiquer encore pendant... Si vous permettez, on oublie un petit peu la Coupe d'Algérie, on va parler un petit peu de la domiciliation du match Algérie-Seychelles. Est-ce que parce que le stade Tchaker, c'est un peu le porte-bonheur. Est-ce que l'équipe du Seychelles est un foudre de guerre pour la faire jouer au... Non, quand même, là, l'équipe nationale mérite un stade meilleur que Tchaker, quand même. Avec tout le... Maintenant, le stade, d'ici le 13 juin, je pense qu'il sera prêt. S'il n'est pas prêt pour le 1er ou le 2 mai, il sera prêt pour le 13 juin. Je vais jeter un pavé dans la mare ce soir et je vais voir si quelqu'un va pouvoir le rattraper. Est-ce qu'il n'y a pas une petite guéguerre entre le MJS et la fédération? Est-ce que le président de la FAF ne veut pas inaugurer le 5 juillet avec le premier match de qualification de l'équipe nationale? Ce sera face aux Seychelles. Et il veut attendre justement ce premier match et ne pas jouer l'inauguration avec la Coupe d'Algérie. Le stade se jouera à Tchaker. Le match du 13 juin, Seychelles va se jouer à Tchaker, justement. C'est ça le problème. Comme ça a été cité au début du sujet, est-ce que ce n'est pas la suite de la polémique née après l'échec de la CAN? La CAN, tout simplement. Normalement, cette finale devait se jouer à Oran. Dans le nouveau stade d'Oran, qui n'est pas prêt, et qui peut-être ne sera jamais prêt, on va le savoir. Amin Tirman? Je rejoins exactement Hamoud Belhamar sur ce qu'il a dit. C'est les conséquences, c'est les premières conséquences de ce qui s'est passé après
après l'annonce de la CAF, de la non-attribution à l'Algérie de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Parce que depuis, c'est vrai que Mohamed Rawarawa n'a jamais fait de déclaration, comme l'a si bien signalé Rafik Habib, mais Mohamed Tahmi avait porté le chapeau sur la FAF, les tenants responsables de cet échec. Il a clairement dit que l'État devait demander des comptes à Mohamed Rawarawa sur qui on comptait beaucoup. Donc c'est les conséquences. Je pense que c'est comme ça que cette petite guerre froide a commencé. Et qui sera perdant justement, c'est comme ça qu'on a fini le reportage. C'est bien évidemment les supporters des deux équipes. Pour terminer, on a entendu le responsable de l'entreprise qui a fait la pose de cette pelouse, qui est un mix entre la pelouse synthétique et la pelouse naturelle, et avec ce choix un peu, cette polémique, est-ce qu'on met du tartan, est-ce qu'on met de la pelouse naturelle. Nordine Saadi, nos pouvoirs publics sont un peu, ils ont le cœur qui balance entre le synthétique et la pelouse naturelle, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Il y a des stades comme celui notamment de Béjaïa qui était en pelouse naturelle, qui devient en synthétique. Est-ce que finalement le gazon naturel n'est pas le terreau ou le terrain naturel pour un footballeur, à votre avis? Moi, je crois qu'il faudrait une émission complète pour parler de ce problème. Parce que justement, c'est l'aller et retour. Moi, je me suis prononcé sur ce sujet, ça fait longtemps, où j'avais même dit que c'était un crime d'enlever la pelouse de Béjaïa et d'Oran et de Bel Abbas, qui étaient de très belles pelouses, et les remplacer par du tartan. Ceci dit, la pelouse du 5 juillet, elle n'aura rien de synthétique. Il n'y a pas de synthétique dedans. C'est un gazon spécial, mais il n'y a pas de synthétique. C'est une vraie pelouse naturelle. Voilà. Moderne. Voilà. Maintenant, j'ai envie de revenir au sujet. Autour de table qu'on a eu sur le 5 juillet, Tchaker, etc. Moi, je pense que les pouvoirs publics, pour une fois, ne devraient ouvrir les portes du 5 juillet que s'il y a le respect réel de l'humain et du matériel. De l'humain, c'est ce qu'a dit Habib, que les gens rentrent dans un stade comme des êtres humains, qu'ils peuvent aller... comment dirais-je, prendre un café, qu'ils peuvent aller aux toilettes, qu'ils peuvent aller, je ne sais pas, discuter dans un lieu agréable, les journalistes, etc. Et sauvegarder le matériel pour lequel on a investi énormément en mettant énormément de caméras. On en parle, on n'a pas donné d'exemple. Si maintenant le 5 juillet s'ouvre, comme on a l'habitude, on va arriver un jour dans un bon derby à voir toutes les chaises voler comme elles l'ont fait, comme ça a été fait à Oran. Mais si il va y avoir réellement l'emplacement des caméras, tout ce qui se fait de par le monde, eh bien, ce sera le premier exemple que nous avons enfin un stade qui répond aux normes internationales. En attendant, le public continuera à prendre sa dose d'humiliation à Tchaker. À Tchaker, voilà. Il vaut mieux attendre et bien démarrer au 5 juillet que de démarrer au 5 juillet tout en n'ayant pas terminé le tout. Le public est humilié. Eh ben oui, je sais que... Non, mais Saadi dit que le stade n'est pas encore prêt, c'est son avis. Est-ce que vous pensez, messieurs, qu'un stade aux normes pourra permettre de meilleures conditions? Deux ministres, dont celui de l'habitat, qui vous disent que le stade sera prêt. Comment moi je pourrais dire qu'il n'est pas prêt? Le ministre de la Jeunesse du Sport dit que le stade est prêt, le ministre de l'Habitat, qui a été chargé des travaux, dit que le stade est prêt, et on dit que le stade n'est pas prêt. Ils disent il sera prêt. Il sera prêt pour le premier. Il sera prêt. Il sera prêt en temps voulu. Voilà, en temps voulu. Mais les normes, tout ce qu'il y a autour. Je crois qu'ils ont dit, Inch'Allah, il sera prêt. Inch'Allah. Parce que le métro, Tout ce qu'il y a autour n'existe pas. De toute façon, les caméras n'existent pas. Oui. Les buvettes ne sont pas prêtes. Je sais pas. Beaucoup de... Ah ben voilà. On n'aura pas, j'ai l'impression, la réponse. Normalement, il devait être au moins prêt pour le 13 juin.
réconcilier un petit peu l'équipe nationale avec le temple du 5 juillet. L'équipe nationale qui ne pas remettre encore. Justement, par rapport à la saison prochaine, il y aura les derbys qui seront de retour là-bas. Il y a le Mouloudia, très probablement, qui va jouer là-bas. Et pourquoi pas l'équipe nationale qui va jouer les éliminatoires. 2 secondes. Dernière réponse, parce que Mehdi Haddad nous signale que c'est la fin du face-à-face. Pourquoi pas on adopte une nouvelle stratégie de sécurité dans ce stade? Parce que c'est le seul stade qui permet d'asseoir vraiment une sécurité de normes. Voilà, de normes. Pas que les caméras, des stadiers, de vrais stadiers. Il faut qu'il y ait des vrais stadiers dans ce stade, parce que la police, on sait que les jeunes, il y a les jeunes, les adolescents, etc. On va chasser justement à travers les caméras, c'est les stadiers. Oui. Et pourquoi pas? Parce que dans un stade là où il y a 60 000 supporters, je pense pas que c'est les 60 000 supporters qui jettent des pierres ou qui jettent des chaises ou qui cassent les trucs. Il y a que c'est 10 ou 5% qui font ça. Voilà, ce qui est sûr après ce débat, c'est que le match du 16 juillet, pas supporters des clubs. S'il vous plaît, la finale du 2 mai, mais est-ce qu'il va accueillir le match de l'équipe nationale du 13 mai? Peut-être qu'ils vont changer d'avis d'ici le 13 juin, c'est bien ça? Non, attention, non, ils peuvent changer, mais attention, il faudra d'ores et déjà communiquer le stade où aura lieu, il faut le communiquer à la CAF. Oui, on a bien compris. D'accord. Il faudra qu'on change la communication. Au moins un mois. On arrive à la fin du face-à-face, mesdames, messieurs. On va passer tout de suite à la dernière partie de l'émission, le face-à-vous. Voilà, le débat continue, mesdames, messieurs, parce que je vous rassure tout de suite, je ne peux pas les faire taire, surtout Jabal Rachdi, hein, parce qu'il est quand il est gonflé à bloc comme ça, il va pas se taire. On va commencer par les questions Facebook de la semaine. On va commencer par celle-ci, celle de Abdallah Karim, dit Karimou, c'est normal hein, pour quelqu'un qui s'appelle Karim de l'appeler Karimou, qui dit, alors on va la voir, Mehdi Haddad, cette première question, la voici, la voilà. Alors, peut-on qualifier de supporter quelqu'un qui va au stade uniquement pour insulter les joueurs ou qu'on ne trouve pas dans les moments difficiles? Est-il normal qu'on insulte les joueurs au moment où ils ont le plus besoin de soutien de la galerie usmiste? Alors, Kélimou est usmiste, Nordin Saadi. Est-ce qu'un supporter va au stade pour insulter ou il a un autre rôle, à votre avis? Ah, vous voyez là ce soir. Non, mais la réponse, c'est ce qui est malheureux. J'ai dit qu'il ne faut pas se focaliser sur l'USMA. Au début, quand je suis venu ici... Non, d'accord, mais j'en ai parlé... On peut la généraliser, cette question. Hein. On peut la généraliser. C'est ce qui existe dans tous les stades, malheureusement, chez nous, en Algérie. Et plus la tranche d'âge descend, plus il y a ce genre de réaction. Il y a parfois des réactions qui doivent être excusées, des supporters qui en ont marre des résultats. Hier, Newcastle, eh ben, ils en ont eu marre, eh ben, ils ont, je ne sais pas, insulté ou pas, mais ils ont réagi. C'est tout le monde qui a... Mais chez nous, c'est carrément le premier quart d'heure. Des fois, je sais pas. Messieurs, est-ce qu'on insulte dans tous les stades du monde? Franchement, ouais. Est-ce que c'est pas une habitude juste algérienne ou est-ce qu'on doit se décomplexer de cela? En tous les cas, même s'il y a des colibés ou des réactions, des fois, c'est des réactions pacifistes. On a souvent vu des supporters tourner carrément le dos à leur équipe. Ouais. L'exemple de Lens, vous avez le Real de Madrid où à un certain moment, avec le fameux mouchoir blanc, fuera. Donc, c'est des attitudes pacifistes qui prouvent que le supporter n'est pas content du tout par le spectacle. Mais d'une manière civilisée. D'une manière plus ou moins pacifiste. Je ne vais pas dire civilisé, je dis pacifiste. Est-ce qu'on a pensé du côté des supporters ou des COP de l'USMA de faire ce genre de manifestation, des drapeaux blancs ou de tourner le dos? Est-ce qu'on y a pensé déjà? Non, oui. Pardon, écoute, il y a des traditions. L'Espagne, la tradition n'est pas venue comme ça. Elle est héritée de la corrida. La corrida, oui. Quand ils sont mécontents du toréador, ils commencent à agiter leur mouchoir. Voilà. Donc, pour avoir des traditions, il faut vivre une culture d'un passé, etc. Voilà. Maintenant, on peut trouver aussi dans notre culture des exemples je sais pas, de manifestations, disons, de manifestations pacifiques. J'allais dire des insultes pacifiques, ça n'existe pas. Ailleurs, en Algérie, il y a toujours eu des banderoles où le supporter exprime, transmet un message, que ce soit à la direction des clubs ou les joueurs,
ou l'entraîneur. Mais là, ça dépasse les limites. Mais les insultes, franchement, ça se passe partout dans le monde. C'est juste qu'en Europe, les insultes sont moins vulgaires qu'en Algérie. C'est tout. Vous vous trompez, les insultes, les insultes, on va les passer à la insultes deuxième existent question. Encore un Usmist, messieurs. Il s'appelle Toufik Usmist. On va avoir sa question. Alors, la question, 10 questions pour Monsieur Saadi. Voilà, elle vous concerne directement, Nordine Saadi. Alors, l'USMA, cette année, a-t-elle vraiment le niveau pour remporter la Ligue des Champions et rééditer du coup l'exploit de l'entente de Sétif? Et merci. Alors, Toufik vous remercie, vous êtes obligé de répondre. Ben, je ne vais pas ne pas répondre, c'est sûr que je vais répondre. Je pense qu'au départ, l'USMA a réussi à avoir ce que les gens n'ont pas, ou ont difficilement. C'était les moyens. Ensuite, il y a eu un choix qui a été porté sur certains joueurs. On ne peut pas dire que ce sont des charlots. Ce sont tous de très très bons joueurs. Simplement, la mayonnaise n'a pas pris parce que soit il y a beaucoup de chefs, soit il n'y en a pas. C'est ça les groupes. En général, il faut qu'il y ait un seul chef. Et dans le foot, le chef, c'est l'entraîneur. Justement, il n'y en a pas. Donc, est-ce que c'est beaucoup de chefs? Est-ce que, on en a parlé la dernière fois, maintenant, il n'y a pas qu'à l'USMA. Il y a dans plusieurs clubs en Algérie, la mode, le mot manager, moi je déteste. Un ex-manager. Faites l'enquête sur certains qui sont venus ou qu'on a recrutés pour réellement apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant pour qu'ils puissent faire quelque chose à l'USMA ou ailleurs? Là, vous parlez de Radjarac. Ben oui, c'est clair. Pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer. Qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire ailleurs pour qu'on lui accorde un club comme l'USMA? Donc, si aussi le chef n'a pas le temps de s'installer, s'il y a à chaque fois des changements, donc l'entraîneur qui devrait être le chef, eh ben ça ne marche pas. Si aussi il y a un président, évidemment le président c'est le chef, mais c'est le chef sur le plan organisationnel. Pour répondre à la question de Toufik, ça veut dire que l'USMA n'a pas l'étoffe de l'entente de Sétif pour gagner la Champions League, parce qu'il parle de la Champions League. Non, j'essaie de lui répondre, disons, je vais faire la conclusion de ce que je vais dire. L'USMA a le potentiel technique pour gagner, pour être championne en Algérie. Champions League, elle peut rentrer dans les groupes, parce qu'il ne faut pas être prétentieux. Mais, tel que c'est géré, je ne pense pas qu'il puisse on va passer à gagner. Non, parce que justement l'état d'esprit n'est pas bon, tout simplement parce qu'il y a un amalgame la gestion de du groupe n'est pas bonne. Le groupe, etc. Alors, MKBeki, question pour Monsieur Saadi encore. Étant moi-même un Usmiste invétéré... oui, encore un Usmiste, on n'y peut rien. Écoutez, on les prend comme elles viennent, les questions. Hein. Étant moi-même... Ça allait mal, à chaque fois, c'était moi qui... Alors, c'est encore pour vous. Question pour Monsieur Saadi, étant moi-même Usmiste invétéré, il y a une chose que je n'arrive toujours pas à comprendre et qui me taraude l'esprit. Je cite ces termes, hein. C'est les causes de votre éviction de la barre technique de l'USMA pendant la saison 2004-2005, alors que vous aviez terminé la phase aller en tête du championnat avec, si ma mémoire est bonne, 8 points d'avance sur le deuxième, c'est vrai ou pas? Oui. Alors sa mémoire est bonne, votre mémoire est bonne, Monsieur Mbeki. On aimerait bien connaître les raisons exactes, car jusqu'à aujourd'hui, c'est un mystère et boule de gomme. Au passage, merci à toute l'équipe pour l'excellent travail que vous faites. Merci beaucoup. Voilà, question elle est pour vous. Hein? Juste pour rappeler, à ce moment-là, on se parlait au téléphone, je lui ai dit qu'avec 8 points qu'il allait sauter, qu'il allait quand même sauter. C'est toujours toi qui me ramenais les... Hein? Réponse franche, rapide. Rapide, écoutez, moi j'ai reconnu ici sur ce plateau qu'il y avait aussi de ma faute. Je l'ai été aussi au Mouloudia, où après l'avoir fait accéder, ou participer à faire accéder ce club, et j'étais 4e avec 2 matchs de retard. C'est aussi un bon résultat comme quand j'étais à l'USMA. Il faut dire que j'étais pas facile aussi, que parfois j'ai dépassé un peu verbalement les limites vous êtes avec les dirigeants. Vous êtes compliqué quand même. Donc avec l'USMA, c'était jamais avec Alliq.
Jamais. C'est-à-dire, on n'est jamais arrivé face à face comme ça, à se manquer de respect. Pourquoi vous êtes parti? Mais parce que, bon, moi, comment dirais-je, j'ai énervé un peu pas mal de dirigeants qui vous supportaient plus, qui ont poussé à me demander gentiment de partir. Et ben, quand je pars avec 8 points d'avance, c'est plutôt un bon résultat, quoi. C'est flatteur. Alors, il est passionné, parce qu'il est trop passionné. Il est passionné. On va passer à l'autre question, celle de Roslan Sahar qui dit « Arrangement de match, il faut soit apporter des preuves quasi inexistantes car toujours très bien dissimulées, sinon il vaut mieux se taire car notre jeunesse a une éducation footballistique vraiment tordue. À la moindre passe ratée, après 15 minutes de jeu, ça commence à scander « vendu, vendu », c'est-à-dire insulter, alors que l'équipe en question ne joue que le titre ou la relégation. Est-ce que vous pensez qu'on ne doit pas forcément parler de match vendu quand on n'a pas de preuves? Oui, c'est clair. Il n'y a qu'à voir pour le dernier match en date qui a fait un peu polémique, c'est JSK Mouloudia. On parle de match arrangé alors que... Il n'y a rien, il n'y a ni preuve, ni jeu. Mais quand tu. Voilà, pardon, lorsque le supporter peut y penser à ça, à la limite, ça pourrait être accepté. Mais c'est lorsque c'est des responsables du club qui le disent. Non, exactement. Il y a une différence entre un supporter qui le scande parce qu'il est frustré, etc. Un président, il ne peut pas. Parce que Hanachi accuse des joueurs. Hanachi accuse ses propres joueurs sans apporter la preuve. Là, c'est un peu. Et la conséquence, on l'a vu. Les supporters se sont encore une fois rebellés contre leur propre équipe, etc. Donc ça peut ramener des conséquences dangereuses. Sans apporter la preuve et sans régler et sans prendre de décision. Alors je ne sais pas comment on dit en arabe, comment on dit el waqtu dahimouna, voilà. Il ne reste pas beaucoup de temps. Alors on s'excuse pour les autres, Cogito et Ergo Soum, Kader Djaboulani et Mohamed Zerkov. Il nous reste peut-être une petite question à la fin, celle de Cogito Ergo Soum, peut-être un ancien collègue à vous. À la PS, même si j'ai vendu la mèche il y a quelques semaines, qui dit « Le MCA reprend du poil de la bête, le championnat reprend de plus belle, n'est-ce pas Jamel Rajdi ?» Il vous interpelle. Et il dit « Alors, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Saadi, de ce Mouloudia qui renaît de ses cendres en fin de championnat ?» Le Mouloudia, c'est à peu près la même chose que l'USMA. Le potentiel est très bon. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un chef, c'était Sharef, et après, il n'a pas su, et puis ou bien on s'est interféré dans son travail, et ça n'a pas marché. Mais sinon, le potentiel est bon, ils ont mis du temps à se réveiller, je pense qu'ils vont pouvoir continuer à faire de bons résultats. Vous avez pris des couleurs, Jamel Rajdi? Merci, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Face Foot de lundi. Alors, en bas de l'écran, la page Face Foot de Facebook. Voilà, vous pouvez la lire, facebook.com/facefoot.l'émission. Vous pouvez nous faire vos commentaires, votre avis sur l'émission et vous poser vos questions pour la semaine prochaine. Merci à tous. Merci Amin. Merci Coach Capello. Merci Lafek. Merci Jamel. Et surtout, merci à Hamou. Merci. Plaisir de vous retrouver sur le plateau. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez ici. Merci à vous tous. On vous retrouve bien sûr avec ces images du COP du Raja de Casablanca hier. C'était un spectacle magnifique, un club qui sait accueillir ses adversaires, il sait accueillir également ses voisins algériens. Une petite claque peut-être à son rival du WAC de Casablanca, mais surtout une très belle image de fraternité et d'amitié. Le football, c'est comme ça qu'on l'aime, c'est comme ça qu'il est beau, et c'est comme ça qu'on l'apprécie. On termine avec ces images. Merci à tous, bonsoir et à la semaine prochaine.